Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Terra Mucho, le podcast qui amplifie les voix des femmes engagées pour l'environnement. Aujourd'hui, je reçois Maïmouna Saleh. Maïmouna est journaliste, militante, réalisatrice et aussi fondatrice de l'ONG Biodiversité. Biodiversité comme nos cités, à Nouakchott, en Mauritanie. Aujourd'hui, elle nous amène sur ses racines multiples. On va parler de son histoire. Elle est arabo-berbère de la part de son père, sahélo-soudanaise de la part de sa mère. Elle a grandi entre ces deux mondes. Elle est surtout militante pour l'environnement, éducatrice et fondatrice de l'ONG Biodiversité en Mauritanie. Quand on pense à la Mauritanie, on pense au désert. C'est un pays de sable, de chaleur, d'immensité aride. Mais c'est aussi un pays des côtes, parmi les plus riches au monde, d'écosystèmes marins exceptionnels. Un parc national classé patrimoine de l'UNESCO. Un pays où la nature existe, mais où la nature reste absente des villes, des écoles, des consciences. C'est ce vide-là que Maïmouna a décidé de combler. Avec Biodiversité, l'ONG qu'elle a fondée, elle œuvre pour ramener la culture de la nature dans les espaces urbains. Sensibiliser, éduquer, convaincre que l'environnement, ça commence là où on vit. Dans cet épisode, elle parle du choc qui a déclenché son engagement et ce qu'elle a construit pour ramener l'environnement dans les consciences mauritaniennes. Bienvenue Maïmouna. Merci beaucoup, merci vraiment infiniment. Très belle présentation. Je n'ai jamais entendu une plus belle présentation de toute ma vie. Tu es vraiment inspirante. Je vais devenir une Terra Mucho bientôt. Donc, du coup, Maïmouna, tu peux nous dire un peu plus qui tu es, plus de moi d'où tu viens, tes racines. Parle-nous un petit peu de toi. Alors, moi, je suis une maman, je suis une grand-maman. J'ai des petits-enfants. Je suis née en Tunisie. Mon père était diplomate. J'ai grandi un peu partout dans presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. J'ai été une vraie nomade comme mes grands-parents mauritaniens qui sont nomades. La Mauritanie est un pays de nomades, mais aussi sédentaire, de pêcheurs, de cultivateurs. Et de par ma mère, j'ai un grand-père pêcheur, un lébou du Sénégal. C'est là mon coup de cœur pour la mer. J'ai un pied à la mer et j'ai un pied à la terre. Et voilà, je suis une femme qui se nourrit de la nature, donc du désert, de la mer. J'ai la chance et le privilège d'être dans un magnifique pays et d'avoir aussi visité de magnifiques pays. J'ai visité le tien aussi, j'ai été chez toi. J'ai été vraiment impressionnée par les forêts parce que je n'ai jamais vu autant de forêts. Je suis émerveillée chaque jour par ce que la nature nous offre, que ce soit une petite fleur qui pousse dans le désert ou une petite plante ou un arbre qui se bat, que par une forêt luxuriante comme chez toi. C'est quelque chose qui me touche profondément et je me sens profondément enracinée dans mon environnement. Et quand tu as parlé de mes racines, je me suis représentée comme un arbre. Je suis un arbre. Aujourd'hui, je me vois comme un arbre qui a des racines, des branches et des feuilles. Merci beaucoup pour participer au rayonnement de cet arbre et de tous les arbres de femmes africaines. Merci Mireille. Avec plaisir. Alors Maïmouna, est-ce que tu veux nous dire un tout petit peu plus? J'ai l'habitude de poser cette même question à toutes les invités que je reçois ici sur le sens ou une anecdote autour du nom. Est-ce que ton nom a une signification particulière, une anecdote qui est liée à ça, à comment tu as eu ce nom? Alors, ce nom, il m'a été donné. La tradition chez nous, c'est que la famille donne le nom d'une femme qui a marqué le premier enfant, il revient à la famille du père. Et le deuxième enfant, la famille de la mère. Et donc, à tour de rôle, chacun choisit le nom. Normalement, je devais porter le nom de ma grand-mère, qui est une femme aussi extraordinaire, qui m'a beaucoup inspiré mon parcours, qui m'a inspiré dans la vie, une femme généreuse comme pas possible. Je sais pourquoi mon père a choisi de me donner le nom de sa meilleure amie, qui était à l'époque l'épouse de l'ambassadeur et qui avait beaucoup aidé ma mère, parce que ma mère était très jeune, c'était la plus jeune du corps diplomatique à l'époque. Quand j'étais née, ma mère avait 16 ans. L'épouse de l'ambassadeur l'avait mise sous son... Voilà, elle avait eu pitié d'elle, je pense. Une fille enceinte, son première grossesse, loin de sa famille. Donc, elle a vraiment été sa mère, elle a été sa sœur, elle a beaucoup aidé. Et quand je suis née, elle venait d'accoucher aussi. Donc, elle avait une fille et c'est elle qui m'a donné la première le sein.
Et ça aussi, c'est quelque chose de très symbolique chez nous. La première personne qui te donne du lait, qui te nourrit, ça porte du sens. Donc, c'est devenu ma seconde maman, ma maman de lait. Et mon père m'a donné son nom. Donc, je porte son nom et c'est un privilège. J'ai beaucoup de chance parce que c'est une femme aussi rayonnante. C'était une femme extraordinaire. Voilà. Et ce nom veut dire Maïmouna, la chanceuse ou la... J'ai eu des difficultés quand tu m'as demandé de... Ouais. qu'est-ce que ça signifiait. J'ai eu beaucoup de difficultés à traduire. C'est un adjectif qui veut dire beaucoup de choses. Donc, voilà. En tout cas, il semble que tu as eu beaucoup de privilèges d'être entourée des femmes qui t'ont inspirée, ta maman, ta grand-mère, cette deuxième maman. Absolument. J'ai vraiment beaucoup de femmes autour de moi qui m'ont inspirée et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Eh bien, super. Bon, mais du coup, pour rentrer dans le vif, en fait, parce que ce podcast, c'est vraiment pour mettre en valeur l'engagement environnemental des femmes. Et comment tu décrirais en quelques mots ton engagement pour l'environnement? Alors, mon engagement pour l'environnement est venu à la suite d'un choc, je dirais même un électrochoc. Je n'ai pas grandi en Mauritanie. Là où je viens, euh, on passait beaucoup de temps à l'extérieur. Je me souviens, on quittait la maison très tôt, on allait à l'école. Après l'école, on passait la journée à l'école et à l'école aussi, on ne passait pas beaucoup de temps dans les classes, hein. On sortait beaucoup. Je crois qu'après toutes les 2 heures, on avait une magnifique cour et plein d'arbres et on sortait une demi-heure. On avait des pauses d'une demi-heure toutes les 2 heures. Mhm. J'arrête ce téléphone. Et quand on sortait de l'école l'après-midi, en famille, on allait dans des espaces verts, dans une ferme ou dans un parc. Et on rentrait à la maison, on mangeait, je faisais mes devoirs dans un parc, sous un Oui. lampadaire. Et on ne rentrait à la maison que pour dormir. Donc vraiment, on vivait avec la nature. Mhm. Et, euh, et quand je suis venue à Nouakchott, j'ai vu que c'est exactement le contraire. On était tout le temps à l'intérieur, on était tout le temps dans une maison. On mangeait dans les maisons et moi, c'était pour moi une souffrance. Une souffrance, c'était une tristesse. Et lorsque j'ai demandé pourquoi, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas. On ne pouvait pas parce qu'il n'y avait pas d'espace vert, il n'y avait pas d'arbres. C'est une ville qui est tellement pauvre en verre. Et je me suis dit, non, il faut faire quelque chose. C'est pas possible. Je ne peux pas rester les bras croisés. Ça, c'était le premier électrochoc. Et donc, j'ai commencé à regarder autour de moi, est-ce qu'il y avait des associations qui travaillaient. Et j'ai eu de la chance de croiser une association qui faisait justement une pétition pour préserver un espace. Le plan urbain, quand la ville de Nouakchott a été dessinée, il y avait un plan urbain qui réservait un espace public dans chaque quartier, au cœur du quartier. Oui. Dans chaque lot, il y avait un espace. Mais comme cet espace n'a jamais été viabilisé, au final, il était squatté par une activité commerciale. Donc, soit par un marché ou par une mosquée ou par quelque chose. Et donc, cette association était en train de faire du porte-à-porte pour faire signer une pétition aux habitants du quartier pour empêcher la construction d'une mosquée dans l'espace qui était entre les maisons dans le quartier. Et je leur ai dit, donc cet espace, les enfants jouaient au ballon l'après-midi, les personnes âgées venaient aussi sortir devant la porte de sa maison pour prendre un peu d'air. Et c'était aussi les voisins se parlaient, se voyaient, se rencontraient. Il n'y avait pas d'arbres comme le fameux baobab en Afrique. Mais c'était un peu cette culture-là. Donc, il n'y avait pas d'arbres, mais au moins, voilà, il y a un peu d'ombre des murs. Et on sortait quand il y avait de l'ombre. Et les anciens du quartier se parlaient. Et donc, j'ai dit, je vais vous rejoindre. Et c'est comme ça que j'ai rejoint le Club des Amis de la Nature en 1994. C'était ma première adhésion au mouvement associatif. Alors, on va revenir sur tes engagements en association et dans l'environnement. Mais est-ce que tu veux bien me dire, ça a été quoi ton parcours? Tu t'es baladé dans l'Afrique de l'Ouest avec tes parents et tu as fini tes études. Et comment tu en es arrivé là où tu es arrivé? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, j'ai été documentaliste. Ma formation, j'adore lire. Donc, mon premier métier, job, c'était bibliothécaire. Alors, quand j'étais au lycée, mon père travaillait à l'École normale supérieure et il y avait une magnifique bibliothèque. Et pour arrondir mes fins de mois, je lui ai dit, est-ce que je peux surtout pas avoir accès à la, à la bibliothèque et avoir de la lecture? Alors, je voulais avoir accès aux livres parce qu'il y avait vraiment beaucoup de livres et des romans. J'adore les livres.
et aussi pour avoir un petit pécule pour m'acheter aussi des livres. Et j'ai demandé à mon père d'être bénévole dans la bibliothèque. Euh, Est-ce que je pouvais travailler bénévolement dans la bibliothèque? Et donc, il me dit oui. Et j'ai aidé le bibliothécaire. Et du coup, il m'a appris le métier. Et donc, j'ai appris sur le tas. Je suis devenue bibliothécaire. C'était 2 années avant mon bac. J'ai échoué au bac, donc je n'ai pas mon baccalauréat. J'ai continué à travailler dans une bibliothèque. Et là, ils m'ont vraiment recruté. C'était à l'ENA, donc à l'École normale d'administration, et ils m'ont fait faire une formation, donc moyenne, pour les bibliothécaires. Et j'ai continué ma carrière. Ensuite, j'ai été documentaliste. Là, j'ai dû faire une petite formation aussi à l'école de bibliothécaire, archiviste et documentaliste de Dakar, les BAD. Donc, c'était l'université de Nouakchott qui m'avait envoyé à faire cette formation. Et j'ai continué à travailler à l'université. Je leur ai expliqué qu'il fallait qu'ils attendent 30 minutes pour que je lise leur message. Puis ensuite, j'ai été responsable du centre de documentation du PNUD ici, donc le Programme national des Nations unies pour le développement. Ensuite, j'ai dû changer de casquette carrément parce que j'avais besoin d'un salaire. Je venais de perdre mon père et je devais m'occuper de la famille. J'avais mes sœurs, toute une famille à prendre en charge. Et j'ai dû abandonner ce métier pour devenir assistante de direction parce que ça payait 4 fois plus de salaire. Et quand j'ai voulu mon autonomie, mon indépendance, après avoir travaillé pour 5 entreprises, mon patron gérait 5 entreprises et je travaillais pour les 5 entreprises. Ça m'a donné beaucoup d'expérience sur le secteur privé parce qu'il a géré un bateau, un avion, il était député, il avait une usine de peinture, il était aussi président d'une fédération d'agriculture et donc j'étais son bras droit et je travaillais pour lui 24 heures sur 24. C'était vraiment une bonne école pour moi et ça m'a appris à être multifonction, à Oui. travailler et à bien connaître le secteur de la pêche, l'agriculture, l'élevage, parce qu'aussi il était président de la fédération des éleveurs, le secteur de la politique. Pendant une dizaine d'années, j'étais son assistante et un jour, j'ai dit que j'arrête et je voudrais faire quelque chose que j'ai envie de faire. Et j'ai ouvert une école de coiffure. C'est toute une autre histoire. Pourquoi une école de coiffure? Mes parents se sont séparés quand j'étais encore très jeune et je suis restée avec. J'ai beaucoup de cheveux. Mes cheveux ont toujours posé un problème à mon père et il m'emmenait souvent dans des salons de coiffure. Une fois par semaine, j'étais dans un salon de coiffure. Et c'est comme ça donc que j'ai connu cet univers qui est extraordinaire. Et je me rappelle qu'à l'école, une fois, on avait posé la question à tous les élèves, qu'est-ce que vous voulez devenir quand vous serez grand? On entendait des enfants dire, je veux être aviateur, je veux être chirurgien, je veux être astronaute, je veux être de grands métiers. Quand on m'a posé la question, je dis, je vais être coiffeuse. Donc déjà, petite, sublimée par les coiffeuses que je fréquentais. Quand je suis revenue en Mauritanie, j'ai continué à pister les salons de coiffure, à chercher quel est le meilleur, parce que j'avais beaucoup de cheveux, il me fallait quelqu'un qui savait faire les tresses. Et c'est comme ça que j'ai ouvert une école de coiffure qui a fonctionné pendant 8 ans. Et avant mon engagement, c'était avant que je ne ferme cette école et que je consacre pratiquement tout mon temps à la conservation, à la protection de l'environnement et à devenir journaliste pour mieux communiquer et mieux sensibiliser sur les problèmes environnementaux. Voilà. C'est un parcours assez riche et qui touche un peu à tout. Et juste par curiosité, parce que tu as dit que tu avais raté ton bac et tu fais tout ça sans Oui. un bac. Oui, c'est un défi que j'explique toujours. Le Racine Club ici, ils ont une caravane d'orientation, de sensibilisation qu'ils font chaque année dans les lycées de jeunes filles pour orienter les. Et ils me choisissent toujours. Donc, ce sont des chirurgiens, des gynécologues, des architectes, des linguistes, des historiens, etc. Et ils me choisissent moi, qui n'ai pas eu de bac, mais mon rôle, c'était d'expliquer aux filles si jamais le diplôme, c'est important. C'est vraiment important. C'est la clé. Pour réussir, pour avancer, il faut avoir ce bac en poche. Mais si jamais vous n'avez pas ce diplôme, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez réussir votre vie parce que moi, je n'ai pas ce papier, je n'ai pas eu ce diplôme et j'ai réussi. C'était un peu plus compliqué
parce que je devais faire doubler plus d'efforts, faire plus de preuves, montrer que j'étais autant capable que les autres qui ont des Oui. diplômes, etc., mais qu'on peut réussir sans école de commerce. Mhm. Ok. Voilà. Et du coup, comment tu passes de ça à biodiversité, son engagement? Donc, comment tu en arrives là? Donc, je faisais parallèlement à l'école de coiffure, je travaillais 2 jours par semaine avec l'association, le club des amis de la nature et protection de l'environnement. Et j'avais de plus en plus de responsabilités, donc j'étais chargée d'un dossier et puis finalement, j'étais devenue secrétaire générale. Au moment où je devais fermer l'école de coiffure, c'était un choix difficile, mais il fallait faire parce que c'était une entreprise qui ne rapportait pas d'argent, parce que je faisais beaucoup plus de social que du profit. Il fallait fermer l'école. J'arrivais à un carrefour où il fallait redéfinir les orientations. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et le choix était clair. J'allais consacrer presque tout mon temps et mon énergie à l'association, donc les Amis de la Nature, qui développaient de plus en plus de projets, qui avaient de plus en plus besoin de moi. Je me prenais vraiment encore plus en plus, j'apprenais de plus en plus sur les défis environnementaux. Je voyais l'ampleur de ce qu'il fallait faire. Donc, voilà, quand j'ai fermé l'école, c'était ça. Continuer avec le Campé, le club des amis de la nature et protection de l'environnement. Et j'y D'accord. suis depuis, j'y suis et j'y reste. Là, je reste vraiment dans Donc, ça fait cette. combien de temps que l'ONG Biodiversité existe alors? Alors, biodiversité, j'ai créé cette ONG, je ne l'ai pas quittée en fait. C'était en 2012, j'ai créé une ONG biodiversité parce que le Campé devait s'affronter. On avait un problème, c'est que on avait créé en 2010 le village de la biodiversité. C'était l'année de la biodiversité, l'année internationale de la biodiversité, et on devait créer un parc public pour accueillir le forum du PRCM qui devait accueillir 200 personnes Mhm. qui venaient de la sous-région. Donc, le PRCM, c'est un programme qui concerne 7 pays africains, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Sierra Leone, le Cap-Vert et les 2 Guinées. Et ils devaient venir se rencontrer à Nouakchott pour parler de la conservation de la marine. Et on devait chercher, le Campé, le club des amis, était parmi les organisateurs de cet événement. Et on a choisi un espace public qui était abandonné, qui était devenu une vraie déchetterie. Mais à l'époque, c'était un espace public géré par les scouts de Mauritanie qui ont dû l'abandonner pour des raisons de conflit d'usage. Et on a développé un circuit en éducation environnementale. C'était devenu un espace de vie associatif. Toutes les associations venaient, les écoles venaient. Et moi, je gérais cet espace, ce village de la biodiversité. Et un jour, je vois que les promoteurs venir visiter et ils disent qu'ils ont acheté l'espace pour construire un hôtel. Je leur dis que non, c'est pas possible. On ne peut pas venir dans l'unique espace dédié à la société civile, le seul espace dédié à l'éducation environnementale géré par la société civile. On ne peut pas venir et leur dire non, on va construire un hôtel. Ce n'est pas possible et qu'il fallait se battre. Le campé ne voulait pas entrer dans ce conflit ou ce combat parce qu'on devait s'opposer à cette décision du gouvernement. Et j'ai dit, moi, je vais me battre. Et pour se battre, il faut un cadre, légitime. Mhm. Et j'ai créé l'ONG Biodiversité. C'est pour ça que j'ai mis le C pour les cités, donc la valorisation des espaces naturels et culturels en milieu urbain. Et ce parc était pour moi un poumon culturel et un poumon naturel. Parce Mhm. qu'autour de la nature, on développait des activités culturelles. Et ça, c'était important. Voilà, donc j'ai créé cette association qui existe jusqu'à présent. Donc, Pour du cela. coup, ces combats, ça en est où pour cet espace-là? Est-ce que vous avez Malheureusement, réussi à protéger cet endroit? on a réussi à le protéger une première fois. Donc, en 2012, au NOMO, on a écrit une lettre. On leur a dit allez chercher ailleurs. C'est pas ici que vous allez construire votre hôtel. Et on leur a expliqué pourquoi. J'ai reçu une lettre du PDG de cette institution pour s'excuser, pour dire qu'il n'a jamais su que c'était un espace qui avait cette valeur et qu'il était déjà occupé par cette activité et qu'ils allaient tout faire pour ne pas mener ce projet-là. Je crois qu'ils n'ont jamais construit un hôtel en Mauritanie. On avait gagné cette première bataille,
Mais on n'a pas pu sauver le village parce que chaque année, c'était la même chose. Finalement, le gouvernement avait décidé en 2020 de construire une école pour l'action sociale. Ils nous ont fait déguerpir, ils ont rasé mon bureau, mes ordinateurs, mes archives, tout était là-bas parce que j'ai refusé de déménager. Je leur ai dit, je refuse de partir. Ils m'avaient donné 48 heures pour sortir, pour déguerpir. J'ai dit non, je ne pars pas. Je leur ai donné la clé. Je leur ai dit, voilà la clé, faites ce que vous en avez. Il y avait un potager, il y avait mes bureaux dans une petite cabane. Parce qu'on n'avait pas le droit de construire en dur, on avait juste le droit de faire des infrastructures en bois. Mais ils ont tout rasé, ils ont brûlé les arbres, ils ont cassé. C'était difficile, c'était brutal, c'était violent. Je suis tombée malade pendant une année, je n'ai pas travaillé pendant une année. Et finalement, voilà, donc j'ai repris petit à petit. Là, notre combat, c'est pour un vrai poumon, la palmeraie de Sepra. C'est un autre poumon vert de Nouakchott. On se bat pour le sauver parce qu'il aussi il y a des projets immobiliers qui voudraient récupérer ce poumon vert. Et on se bat aussi pour les espaces naturels en Amérique. Donc, on a toujours des combats avec Du coup, comment j'entends que pour toi, ça a été difficile, une année très difficile pour se relever de ça, hein. J'imagine des sentiments de culpabilité, des sentiments d'échec, mais comment Biodiversité a survécu à ça et comment elle s'est restituée pour se repositionner dans cet espace d'ONG et pour continuer sa mission et qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui? Alors, on a survécu parce que si moi, je me suis effondrée parce que je suis très émotive et je crée beaucoup de liens entre moi et les endroits, les territoires et les causes. Mon équipe m'a soutenue, n'a pas voulu lâcher. Elle était toujours là. Mes partenaires aussi. Donc, j'ai reçu le soutien de tous mes partenaires. De quelques associations, malheureusement, toutes les associations n'ont pas été solidaires avec nous, alors qu'il y avait une cinquantaine d'associations qui utilisaient cet espace pour leurs projets. Mais on avait quand même 10 associations, 10 grands acteurs culturels qui nous ont soutenus. Donc, grâce à cet élan de solidarité et de soutien, l'ONG a pu rester debout. On a eu plusieurs propositions d'hébergement pour notre siège. Nous avons été hébergés pendant 3 années au CEROS. Là, nous sommes hébergés à Envirotech, donc c'est un cabinet d'études environnementales qui nous héberge gratuitement depuis 2 ans. Et d'ailleurs, le patron de ce cabinet de consultants, Envirotech, était venu après cette catastrophe se joindre à l'équipe. Il était parmi nous, tout ça pour nous encourager. Et quand il était étudiant, il nous avait donné un coup de main. On l'avait aussi aidé pendant qu'il faisait son travail de mémoire et de thèse. Donc, on avait un peu aidé. Il nous aidait aussi. Mais quand il est devenu patron d'un cabinet, il a réussi. Il dit Biodiversité, c'est ma famille. Venez, il nous a donné un espace et on ne paye pas de loyer. Nous sommes très bien hébergés. Et ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Quand tu vois ça, tu n'as pas le droit de ne pas continuer. Tous les membres et toute l'équipe et bénévoles sont restés. Aujourd'hui, on travaille beaucoup dans les écoles. On travaillait déjà dans les écoles, mais on faisait un plaidoyer pour que l'éducation environnementale soit intégrée dans les curricula scolaires. On travaillait avec les enseignants, les inspecteurs, mais on a vu que ça n'avançait pas. On a perdu beaucoup de temps. On faisait des formations, des expériences pilotes, et on a vu que ça n'avançait vraiment pas. On a changé de stratégie. On continue toujours à travailler avec les écoles, mais au sein des écoles. Nous accompagnons des clubs scolaires. On motive les écoles à avoir des clubs scolaires et à avoir des enseignants outillés pour gérer ces clubs scolaires. Dans l'un des clubs les plus dynamiques, à Sepra, on accompagne aussi pour réaliser des projets. Depuis 2022, ce club en a appuyé dans plusieurs projets. Ils ont réussi à végétaliser leur établissement scolaire. C'est devenu un exemple de résilience au changement climatique parce que aujourd'hui, le grand défi dans les écoles, c'est qu'elles ne sont pas construites. Les écoles coloniales étaient très bien conçues, adaptées au désert et à la chaleur, mais après, les écoles construites récemment, c'est des blocs de ciment pas du tout adaptés. Quand il fait chaud, il chauffe, c'est infernal. Et le défi, c'est qu'aujourd'hui, il va faire de plus en plus chaud.
Et il y aura de plus en plus de déperdition scolaire parce qu'il y a moins d'élèves qui vont fréquenter pendant les périodes de canicule. Les enseignants aussi ne vont pas venir enseigner parce qu'il fait très chaud. Donc, c'est un environnement qui n'encourage pas à rester. Et grâce à l'expérience que nous avons menée avec le club de CEPRA 2, l'école est devenue verte, au sens vraiment propre et figuré. C'est agréable. Les classes sont beaucoup plus fraîches. Il y a un microclimat qui s'est créé et nous sommes vraiment fiers de la réussite de ce projet qu'on a appelé un lycée pour le climat. Nous continuons à travailler avec eux. Actuellement aussi, nous travaillons depuis 2 années avec un programme de recherche mené par l'Université de Nouakchott et l'École polytechnique fédérale de Lausanne pour la région de Nouakchott qui essaie de trouver une solution naturelle au problème d'inondation dans la ville. Quand il pleut, on n'a pas un système d'assainissement efficace. Quand il pleut, on a souvent des quartiers qui sont abandonnés parce qu'il y a de l'eau qui va stagner dans les maisons, dans les rues, qui va interdire l'accès à des maisons, qui va bloquer la circulation. Et cette eau, pendant 3 mois, les 3 mois de l'hivernage, va rester dans ces maisons. Il faut évacuer avec des camions-citernes et des pompes mécaniques. Les écoles aussi en souffrent parce que les écoles sont inondées. Donc, ce programme de recherche travaille sur une solution naturelle. Ils ont identifié des espèces d'arbres qui pompent naturellement et qui vont soulager la nappe qui est saturée. La nappe d'eau souterraine est saturée à plusieurs niveaux. Nous avons une eau profonde qui est saturée par l'océan parce que c'est l'océan qui alimente la nappe d'eau souterraine. Il y a une nappe d'eau saumâtre, donc un mélange d'eau douce et de l'océan. Et il y a une troisième couche qui est une eau douce et c'est la couche superficielle qui alimente la pluie. Donc, ils veulent planter des arbres dont les racines vont soulager cette nappe-là pour que quand il y ait la pluie, la terre peut absorber. Nous sommes dans la phase pilote et nous allons planter ces arbres-là qu'ils ont identifiés, donc 4 espèces d'arbres qui ont une capacité d'absorption jusqu'à 100 litres d'eau par jour par un phénomène d'évapotranspiration. Nous allons les planter avec des capteurs d'humidité, avec des piézomètres pour surveiller la nappe. Et voilà. Si cette expérience réussit et qu'on démontre que les arbres sont une solution naturelle, durable contre les inondations dans les milieux urbains, je crois que cette expérience pourra être dupliquée dans toute la zone côtière africaine parce que toutes les zones côtières sont confrontées à ce même phénomène d'inondation, d'érosion, de montée de la mer. Parce que les eaux vont monter, et ça va vraiment engorger toutes les nappes d'eau souterraine. Voilà. Donc, c'est une coopération biodiversité avec les scientifiques, c'est ça? Voilà, Les exact. chercheurs. Ouais. Et D'accord. nous, on a tout ce volet sensibilisation, éducation dans les écoles pour expliquer ce projet. Hier, toute la journée, on était à la région de Nouakchott avec une première réunion de sensibilisation avec les directeurs, les surveillants et les enseignants pour leur expliquer le projet et pour voir est-ce qu'ils adhèrent à cette expérience. Et c'était vraiment quelque chose de magnifique parce que tout le monde était partant. Super. Et du coup, les nouveaux enjeux sur lesquels vous êtes penchés, est-ce qu'il y en a d'autres sur lesquels biodiversité se penche en ce moment? Alors oui, nous avons la formation des journalistes reporters de la mer, donc le renforcement des capacités des journalistes pour traiter les questions environnementales, parce que les journalistes, généralement, dans les médias, ne traitent les questions environnementales que quand c'est d'actualité, quand il y a une catastrophe, alors que les questions environnementales, c'est le quotidien, on doit les traiter pour améliorer la culture, la prise de conscience. Nous travaillons aussi dans un projet pour valoriser le patrimoine culturel d'une communauté de pêcheurs traditionnels, les Imreg, pour préserver le patrimoine naturel du banc d'Arga. Nous sommes convaincus que ce n'est pas avec une surveillance de la garde-côte ou des radars ou des GPS qu'on peut bien surveiller une aire marine protégée. C'est avec ces populations autochtones, c'est grâce aux communautés que nous pouvons préserver la biodiversité d'un espace. Les communautés manquent de ressources économiques parce que le poisson devient de plus en plus rare. Et ces populations, ces communautés vivent de la transformation de ces poissons. Donc, c'est normal qu'elles vont aller dans les villes pour chercher d'autres métiers. C'est normal qu'elles aillent aussi dans les villes pour chercher l'accès à des soins, à l'éducation, et donc à vouloir des conditions meilleures. Et ça va être une catastrophe pour le parc national du Mont d'Argam, qui est une aire marine protégée. Si jamais cette aire se vide de ces communautés, elle va mourir, cette aire marine. Donc, nous sommes en train de
développer un projet cette année et l'année prochaine, donc 2026-2027, de valorisation du patrimoine culturel, historique de cette communauté pour que les jeunes générations s'attachent à cette histoire, à ce patrimoine et le valorisent et trouvent des opportunités économiques aussi à partir de ce patrimoine culturel et développer donc tout un processus pour garder ces jeunes sur leur territoire. Donc, nous sommes sur ce projet aussi. Et on a aussi nos projets dans l'écriture. Depuis 5 années, on est toujours en train de l'écrire et de rechercher des partenaires. C'est la ferme pédagogique, la ferme de l'espoir, la maison de l'espoir pour soigner grâce à la nature. Vraiment, on voudrait développer ce concept que l'être humain, tout quand il est en période de grande précarité, je pense aux jeunes qui sont en déperdition, qui sont victimes d'addictions énormes aujourd'hui. Ils sont confrontés à toutes sortes d'addictions. Je parle de drogue, d'alcool, même de téléphone, le numérique, le dark, Internet. Nous essayons d'imaginer une ferme qui va pouvoir leur apprendre à revivre libre, à devenir libre. Après une cure de désintoxication, cette ferme pourrait les accueillir et leur apprendre à se nourrir, à se soigner, à se loger, à vivre. Voilà. Donc, ça, c'est un projet qui me tient à cœur, qui tient à cœur à toute l'équipe de biodiversité et nous espérons pouvoir le développer bientôt, Inch'Allah. Voilà. Je te souhaite toutes les bonnes chances et aussi beaucoup de courage. C'est un projet on voit très bien dans tous tes projets cette envie de relier culture et nature et toujours pour le bien des populations, mais pour le bien de la nature aussi. Donc, il n'y a pas de conflit entre les deux, ça marche des pairs. Nous sommes dépendants l'un de l'autre. Je pense que l'être humain ne peut pas vivre sans la nature. Peut-être que la nature, elle vivrait mieux sans nous. Je dis n'importe quoi, mais nous sommes partie de cette grande biodiversité. Et c'est sûr qu'on ne peut pas vivre sans la nature. Voilà. Et du coup, Maïmouna, on a parlé de plein de choses. Il y a eu une trajectoire avec plein de hauts, des bas, des combats réussis, des combats non aboutis. Qu'est-ce qui a été le plus difficile d'être une responsable et fondatrice d'une ONG et d'être au cœur de ces combats? Qu'est-ce qui a été difficile, les défis? Comment tu as vécu ça? Qu'est-ce qui t'a aidé à tenir? Le plus difficile dans toute ma carrière, c'est cette impression de devoir refaire toujours la même chose, de devoir se battre toujours. On n'avance pas. Est-ce que tu connais la légende de Sisyphe, la malédiction de ce dieu grec qui doit chaque jour prendre une pierre, la monter au sommet d'une montagne et quand il la pose, elle va retomber, elle va revenir en bas et lui, il est obligé d'aller la reprendre et de monter avec cette pierre. C'est ça mon plus grand... j'espère que je n'ai pas cette malédiction parce que j'ai toujours l'impression qu'il faut toujours reprendre toujours le même combat de A à Z. Avec l'école de coiffure, on a travaillé sur un programme pour trouver des financements pour les filles parce que les filles qui venaient apprendre la coiffure n'avaient pas les moyens de payer leurs études. C'était des filles issues des milieux défavorisés. C'est une école privée, il fallait que je paye le loyer, les professeurs, le matériel, etc. Il fallait qu'elles achètent leur matériel, leurs produits, leurs trousses, qu'elles payent leur scolarité. Donc, il fallait que je trouve un appui pour ces filles à chaque fois. Il y avait un programme, chaque fois qu'on avait un nouveau gouvernement, chaque fois que ce gouvernement partait, on avait un nouveau gouvernement. Il fallait reprendre le plaidoyer, il fallait rechercher d'autres partenaires. C'est exactement la même chose. Tant qu'on a la même ministre qui est là, la même équipe gouvernementale qui va nous aider, les mêmes partenaires aussi, qui changent tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans, on a ce partenaire qui va changer parce que cette équipe qui va changer, on doit encore refaire toujours le même plaidoyer. On doit reprendre tous les dossiers. Moi, je pense que cette dépendance à ces fonds, cette dépendance à cette... c'est épuisant. À la fin. Ouais, c'est la chose qu'on entend tout le temps pour des activistes, surtout qui agissent sur des questions de plaidoyer. Il y a toujours ces sentiments d'éternel recommencement, comme ce film, Un jour sans fin, et ça se termine ça. Et le combat, il est tellement énorme et qu'on a l'impression qu'on n'y arrive pas, même si en fait on pose les pierres finalement. C'est en écoutant ceux qui viennent après qui disent, en fait, parce qu'il y avait déjà eu ça, nous on a pu faire ça en fait. C'est comme frayer les chemins pour que d'autres choses adviennent. Même quand on est dans le vif du sujet, de la situation, on a l'impression que ça avance pas. Mais en fait, ça balise le chemin quand même pour des combats futurs. C'est ça qu'il faut se dire. C'est vrai. Merci
C'est vrai ce que tu dis et au fond, c'est ça qui nous donne du courage parce que quand je croise, même si je sais que, par exemple, sur 100 journalistes qu'on a formés pendant 3 ans dans un programme, même plus de 100, au finish, je me retrouve avec 6 seulement qui sont réellement engagés, 6 journalistes qui vont réellement s'engager, faire des podcasts, faire des émissions, continuer à faire des reportages, même si je n'ai que 6, mais quand même, j'ai Mhm. beaucoup de temps, d'énergie et de moyens, mais ça vaut le coup. Si j'ai un club scolaire, même si j'ai un Yacoub qui va réussir, qui va rester fidèle. C'est la goutte du colibri. C'est ça, c'est la goutte du colibri. Chacun Voilà. fait sa part et toi et l'équipe de biodiversité, vous essayez de faire votre part. Et ça me fait penser à une chose que j'entends souvent et je suis curieuse pour savoir dans ton expérience si ça a été le cas. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as senti que ces blocages ou certaines opportunités, certains espaces t'étaient fermés parce que tu étais femme? Est-ce que cette nature de qui tu es, Alors, une femme, a été par moments un blocage d'après toi ou pas? c'est paradoxal. Des fois, je me sens que parce que je suis une femme, il y a des portes qui se ferment, mais parce que aussi je suis une femme, il y a quelques portes qui s'ouvrent aussi parce que je Oui. suis une femme et qu'on a envie Mhm. d'encourager les femmes. Donc, je sais que dans les milieux très conservateurs, les portes se ferment parce que je suis une femme, c'est Mhm. clair. Je ne suis pas la bienvenue. Je me rappelle une fois, Allah yarhamha, que Dieu l'accueille dans son saint paradis. Ma présidente a campé, club des amis de la nature. On était deux, donc elle et moi, avec une délégation, il n'y avait que des hommes. On devait aller vérifier l'état d'avancement de quelques projets dans le milieu rural. Là, c'était vraiment très fort. J'ai senti ça vraiment comme un coup de poing. On nous a accueillis et on nous a isolés du reste de notre équipe. On était toutes les deux assises toutes seules et les autres étaient de l'autre côté. On nous a dit, parce que vous êtes des femmes, vous ne pouvez pas vous asseoir avec des hommes. Donc, vous ne pouvez pas écouter ce que les hommes disent. Vous allez attendre ici sagement. Quand la réunion sera finie, on viendra vous rendre. Donc, on ne pourra pas écouter, on ne nous serons pas écoutés en plus. Ça, c'était quelque chose de très fort. Oui. Donc, c'est vrai qu'on a souvent dans des milieux très conservateurs, nous ne sommes pas les bienvenus. Je venais dans des bureaux où il y a des hommes. Donc, je venais rencontrer 99% des bureaux dans l'administration, c'est des hommes, les responsables. Donc, je Oui. demande rendez-vous, je demande audience, je viens parler dans mon projet ou je vais faire un plaidoyer. Je suis bien accueillie et puis je me rends compte à la fin que la personne qui est en face de moi ne m'écoute pas. Elle attend juste le moment pour me demander mon numéro de téléphone et pour me draguer. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose qui me mettait en colère et qui était un biais. Une femme qui vient demander un rendez-vous dans un bureau était supposée par certains venir pas pour travail. C'était juste que je cherchais un alibi pour venir chercher autre chose. C'était une Oui. perception. Je ne venais plus seule dans un bureau d'homme. Je venais toujours accompagnée d'un autre homme ou d'une autre femme. Donc, je ne venais plus Mhm. jamais seule dans un bureau. Quand on était deux femmes, on pensait aussi que les deux femmes venaient pour draguer. Oui. Je venais accompagnée d'un homme. Mais aussi, être femme, ça m'a permis d'ouvrir des portes aussi qui étaient fermées complètement parce qu'on sent que ce que je fais, c'est bien et qu'il fallait m'encourager parce que j'étais femme, justement. Ça dépend des milieux. La stratégie que tu as réussi à trouver pour contourner cela, et ça montre aussi la complémentarité qui peut être là, les hommes comme alliés des femmes et vice-versa, quoi. Oui, Absolument. on commence à arriver vers la fin de notre discussion, Maïmouna, mais je ne peux pas quitter ici sans t'aider en demander s'il y a eu des femmes, proches ou lointaines, qui t'ont inspiré, qui ont inspiré ton parcours particulièrement et ton engagement sur ces questions environnementales. Oui, il y a deux femmes qui m'ont vraiment, deux femmes de mon environnement très proche et des femmes que je croise de par le monde qui m'inspirent. Et on n'a pas beaucoup de temps. Je vais parler de mon dernier coup de cœur, la femme qui est en train de m'inspirer, qui va m'inspirer, parce que je vais parler de toi et de toi parce que quand j'ai découvert Terra Mucho, je n'ai pas encore écouté beaucoup de podcasts, mais j'ai lu ce que tu fais. Et quand je t'ai rencontré, je t'ai entendu, tu m'as répondu à une ou deux questions, mais on n'a pas beaucoup discuté, mais j'ai vraiment envie de t'entendre aussi. Tu me donnes envie d'entendre ton parcours, de prendre du temps, parce que j'ai beaucoup aimé ce que tu fais et je crois qu'on a tous besoin de ça. Et j'allais te proposer de faire un Terra Mucho en Mauritanie. J'adore ce que tu fais et amplifier les voix des femmes, c'est ce dont on a besoin. Les femmes sont invisibles. Hier, j'étais à l'Institut français de Mauritanie. L'Institut français projetait un film qui s'appelle Les Voix de l'océan. Les Voix de l'océan, c'est un film réalisé par une amie, Pauline Burguin, une amie journaliste qui est en Bretagne, à Douarnenez. Un film qu'elle a tourné l'année dernière à Nice quand elle a su qu'une délégation de Mauritaniennes, on était 5 femmes,
qui venaient dans cette délégation. Donc, il y avait la ministre, toujours une femme magnifique, extraordinaire, inspirante, Monsieur Dabahan. Il y avait la présidente de la région de Nouakchott, qui est aussi une femme inspirante. Nedwa, une femme que j'ai connue dans les années 90, fait un travail magnifique avec les marieuses. Il leur fournit du crédit. Donc, tu vois, tout ce que tu fais là, elle a fait à travers un film, donc les voix de l'océan. Il a été projeté hier. Et je me rends compte que c'est vrai que les femmes, elles sont là. Le combat des femmes est là. Elles ont toujours été là. Heureusement, elles se sont toujours battues. Mais ce qui est, c'est qu'elles sont invisibles, c'est qu'elles sont inaudibles. Et je me rends compte que le travail que tu fais, le travail que fait Pauline, le travail que vous faites pour nous rendre visibles, c'est un travail indispensable. C'est un travail pédagogique. C'est un travail que nos filles, nos sœurs, nos amies, nos voisines, les femmes qu'on rencontre ont besoin de voir, elles ont besoin d'entendre les combats des autres. Ça va les nourrir, ça va les aider, ça va les encourager. Ça va leur donner l'impression qu'elles sont moins seules. Parce que j'ai souvent eu l'impression d'être seule. Et quand je vois ces femmes, je dis, je ne suis pas seule. Et ça me donne de l'énergie, ça me donne de la force. Merci d'avoir partagé ça avec moi. Évidemment, en fait, je sais pas, c'était une amie psychologue, du coup, parce qu'on travaille ensemble à Terramocho, et on parlait de ces projets. Elle me dit, mais tu sais, il n'y a jamais un projet qu'on monte sans que ça soit une réponse à notre propre situation. Quelque part, tu avais besoin de ce que tu es en train de mettre en place pour les autres femmes. Et ces sentiments, parfois, se sentir un peu seul dans ces trucs, et ce n'est qu'un sentiment, une perception, parce qu'ils sont plusieurs, mais en fait, on a peu d'espace où on va se retrouver et se dire comment toi ça marche en fait et comment tu fais avec cette chose-là. Pour moi, c'est ce qui mérite. Je suis très touchée de pouvoir aussi relier ces parties d'Afrique francophone parce qu'en fait, on a déjà la chance d'avoir une langue qui nous unit, c'est le français. Oui, absolument. Et des réalités, quand on pense à la biodiversité, protection de l'environnement, qui sont un peu différentes. Mais quand on pense au changement climatique, il y a besoin de savoir déjà ceux qui sont par rapport à ceux qui sont dans ces endroits un peu plus fragiles, parce qu'il y a peu de forêts. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quoi les solutions qu'elles sont en train de mettre en place? Et d'échanger sur ces deux espaces un peu comme tu es très différent. Hein. D'une part, la forêt, les déserts, mais c'est le même combat pour l'environnement. Et de se dire, c'est quoi les stratégies qu'on est en train de mettre en place, des solutions qu'on est en train de trouver pour s'adapter, pour préserver ce qui reste à préserver et pour les générations futures. Ça me touche énormément. Merci pour tes feedbacks que j'apprécie énormément. On est ensemble. Il faut qu'on trouve du temps pour nous. Il faut qu'on fasse des retraites entre femmes. Tu sais qu'on organise dans le début de chaque année la retraite bien-être. On l'appelle comme ça parce que souvent, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient à la retraite bien-être, qui pensaient qu'on va aller juste au spa et on va s'allonger. Mais c'est de prendre tous ces aspects de notre vie. Où est-ce qu'on en est et comment on continue à nous préserver parce que on doit se préserver comme activiste pour pouvoir continuer à préserver l'environnement. Donc, c'est en janvier et on vous tiendra toujours informé. Tu peux déjà commencer à les noter dans ton agenda. C'est parfait. Même si je n'arrive pas à vous rejoindre, je vais faire une retraite Terra Mucho ici, à Nouakchott, en Mauritanie, en même temps que vous. Ah. Ouais. Et pourquoi pas. Donc, voilà. On arrive à la fin. Et ma toute dernière question à toi. Donc, tu sais que ce podcast s'appelle Terra Mucho. C'est un mot qui vient de ma langue maternelle. Mais ce que ça veut dire, c'est semer. Semer des vertus, semer des traditions. Alors, j'aimerais terminer par la question de savoir qu'est-ce que tu voudrais semer? Moi, j'aimerais bien semer toutes les valeurs qui m'ont été transmises, qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui et qui m'ont permis d'avancer et de réussir mes entreprises. Les valeurs de sincérité, de persévérance, de solidarité, d'empathie. Mais il y a une qui me tient particulièrement à cœur. C'est ma capacité à m'indigner devant une injustice. Et c'est là, je crois que je pourrais laisser toutes les autres mourir sauf elle. Parce que le jour où je serai incapable de m'indigner devant une injustice, ça veut dire que je baisserai les bras. Merci beaucoup. Écoute, c'est toi que je remercie, Maïmouna.